à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Aïd Moubarak Saïd à la une ce dimanche. Aïd al-Adha, une fête religieuse, symbole de la foi et du partage. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin accomplit la prière de l'Aïd et procède au rituel du sacrifice. Aïd al-Adha coïncide avec la saison estivale. Les Marocains du monde rentrent en force dans leur pays pour célébrer l'Aïd en famille. À Oujda, notre équipe s'est invitée chez une famille de MRE tout droit rentrée d'Italie. Retour sur un des titres à la une cette semaine, le lancement d'un partenariat rénové entre le Maroc et l'Union européenne en matière de gestion migratoire. Un partenariat qui conforte le Royaume dans sa position de partenaire stratégique. Nous y reviendrons avec l'éclairage de Mustafa Srimi, professeur de droit et politologue. Professeur Mustafa Srimi est avec nous ce soir pour le décryptage des titres à la une cette semaine. Merci professeur de votre présence. Merci à vous. Nous célébrons en ce jour béni Aïd al-Adha, une fête religieuse chargée de symboles et de valeurs de sacrifice, de fraternité et de solidarité. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli la prière de l'Aïd al-Adha béni avant de procéder au rituel du sacrifice. Souada Nached pour les développements. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a accompli la prière de l'Aïd al-Adha béni. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Eu égard à la poursuite de l'application des mesures préventives en vigueur pour lutter contre la pandémie de Covid-19, Sa Majesté le Roi a bien voulu accomplir cette prière dans un cadre privé et avec une assistance très réduite, et ce dans le respect de ces mesures. Après la prière de l'Eid, le souverain a procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Par la suite, l'imam a procédé à l'immolation du deuxième mouton. À l'occasion de l'avènement de Aïd al-Adha, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a adressé des messages de vœux et de félicitations à ses frères, leur Majesté, Excellence et Altesse, souverains, présidents et princes des pays islamiques. Le souverain leur exprime ses meilleures félicitations et ses sincères vœux de santé, de bonheur, de bienfaits et de bénédictions. Amir al-Mu'minin a également reçu des messages de félicitations de chefs d'État arabes et islamiques frères, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour Sa Majesté le Roi dans la santé et le bonheur, pour le Royaume du Maroc frère, gouvernement et peuple, et pour l'ensemble des peuples dans les bienfaits et le bien-être. Toujours en cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes
condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 979 et se présentent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention, ils se chiffrent à 834 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 9 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 818 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 7 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 134 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 21 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 7 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 104 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. Et en cette glorieuse occasion, Sa Majesté le Roi a également bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques, rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 11, avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 3 détenus, grâce sur le reliquat d'emprisonnement et d'amende au profit de 5 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 2 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Aïd al-Adha, une fête religieuse qui renvoie à l'attachement des Marocains à leurs coutumes et traditions. Avant le rituel de l'immolation, les fidèles se sont d'abord dirigés vers les msalla du royaume pour la prière de l'Aïd, conformément à la tradition du prophète Sidna Mohammed. Prière et salut soit sur lui. Vous le voyez sur ces images, les fidèles étaient nombreux ce matin à fréquenter ces lieux de piété et de recueillement. C'est une pratique qui s'enracine d'année en année en pareille occasion. L'immolation du mouton se fait chez les services vétérinaires de la commune. Les avantages sont innombrables. L'abattage se fait en présence de vétérinaires et de responsables de l'ONSA. Reportage Zina Aitlamine, Hamza Saïh avec Nizrina Ozdar. Dès les premières heures de la matinée, des dizaines de ménages affluent vers l'enceinte de l'abattoir municipal de la Kari. Les locaux sont gratuitement mis à disposition des citoyens. Ces derniers doivent s'acquitter du prix du service du boucher qui se chargera du rituel de A à Z. Le prix plancher est de 100 dirhams. J'opte pour ce service pour la 4e année consécutive. Je suis satisfait de la prestation. Je suis boucher professionnel et certifié par l'ONSA. Je m'occupe de 3 moutons, mes fils sont là pour me prêter main forte. Les demandes sont nombreuses, on se serre les coudes pour finir dans de brefs délais. Mes parents sont âgés et fatigués, ils n'ont plus la force de s'occuper du mouton. Ici, la prestation nous aide à économiser temps et énergie. Après l'immolation du mouton, l'enlèvement de la tête et des pattes antérieures, c'est parti pour l'étape du dépouillement de l'animal. Tout se fait dans les meilleures conditions d'hygiène. On s'est jusqu'ici occupé de 70 moutons. Dans quelques heures, on atteindra un total de 120. Je viens d'enlever les poumons et une partie du foie de ce mouton, car il faut très vite se débarrasser des viscères présentant des signes de maladie. Il est temps de procéder au découpage et puis à la congélation de la viande. En ces temps de canicule, l'opération doit se faire le plus rapidement possible. Aïd al-Adha, c'est aussi les réunions familiales. Difficile d'imaginer l'Aïd autrement. Certains sont venus de loin pour ne rien rater de ces moments. C'est le cas de nos compatriotes résidant à l'étranger, nombreux d'ailleurs à rentrer cet été au pays. Célébrer la fête à côté des siens n'a pas de prix. Nous le verrons chez la famille El Mardi, dont les membres sont spécialement rentrés d'Italie pour l'occasion. Rachid Latabi, Oumay Marandi. La journée s'annonce chargée chez la famille El Mardi. Cette année, toute la fratrie est réunie dans la maison familiale. Fedwa débarque tout juste d'Italie. Cela fait 7 ans qu'elle n'a pas passé Aïd al-Adha dans sa mère patrie. Pour cette expatriée, la célébration prend tout un autre goût.
L'Aïd coïncide avec la saison estivale et le retour de l'opération Marhaba. Nous avons donc saisi l'occasion. Passer l'Aïd en famille est un pur bonheur. Un bonheur que j'ai voulu partager avec mes enfants nés à l'étranger et qui n'ont pas eu la chance de connaître nos traditions. Il n'y a pas mieux que de passer l'Aïd au Maroc, chez soi. C'est une coutume que nous tenions à partager avec nos enfants. 3 générations réunies sous le regard affectueux de la matriarche, la grand-mère. Partager un repas avec ses petits-enfants qui vivent aux 4 coins du globe, pour elle, c'est un rêve qui se réalise. Je suis très heureuse. Depuis le début de la pandémie, je n'ai pas pu voir mes enfants qui vivent à l'étranger. Partager avec eux la célébration de l'Aïd dans nos traditions ancestrales n'a pas de pareil. Une fête religieuse sous le signe des retrouvailles, de la chaleur familiale et de la convivialité. Les Marocains du monde continuent à affluer de partout. Un record est attendu cette saison après 2 années d'absence à cause de la pandémie du coronavirus. La première plateforme portuaire du pays, le port Tanger-Med, voit transiter tous les jours des milliers de passagers. Un afflux exceptionnel nourri par des arrivées massives à l'occasion de Eid al-Adha. Le reportage à Tanger, Saïd Najah sur un commentaire de Marim El-Missi. Arrivés à bon port, leur joie est double. Renouveler leur lien avec la mère patrie et partager de savoureux festins en famille. Cet irrésistible retour aux racines est omniprésent chez ces vacanciers. Cela fait 4 ans que je n'étais plus revenu au Maroc. Comment vous décrire ma joie de célébrer l'Aïd entouré de mes proches? Hâte de revivre pleinement nos rituels d'antan. L'accueil est chaleureux, la météo est splendide. Tout est réuni pour que nous passions un bon séjour. Tout sourire, ils font leur premier pas sur le quai du port Tanger-Med. Depuis le 5 juin, ils sont plus de 125 000 Marocains du monde à avoir regagné la mère patrie, tous à bord de leur séjour sous le signe des célébrations. Le trafic est fluide, la traversée allie confort et service à bord, tout est impeccable. Le meilleur Eid, c'est celui passé dans notre pays, près des nôtres. La fête de l'Eid el-Kbir a moins de charme dans le pays d'accueil. 0 retard, temps d'attente réduit, tout est parfaitement bien organisé. Reste plus qu'à retrouver la grande famille et que la fête commence. C'est donc parti pour plusieurs jours de fête en famille, un cœur de saison qui s'annonce sous de bons auspices pour l'activité touristique nationale. Depuis le 29 juin, plus de 48 000 passagers éméreux ont débarqué sur les 17 sites d'accueil du royaume. Un retour massif en direction de la mère patrie dans le cadre de l'opération Marhaba, chapeautée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Nous en parlons avec notre invité Mustafa Shemi, politologue, professeur de droit, qui décryptera également pour nous d'autres actualités qui marquent cette semaine. Professeur, retour d'abord sur l'opération Marhaba. On s'attend à un record d'arrivée cette saison. Seulement, cette saison est marquée par des difficultés dues essentiellement à la hausse des prix des traversées et d'autres difficultés liées aux restrictions sanitaires. Il faut relever d'abord que l'opération Marhaba a été organisée dans des conditions particulières, avec beaucoup de mobilisation, et ça doit être dit. Il y a maintenant le retour de la communauté. C'est une communauté qui a été privée de ce retour pendant 2 ans, en 2020-2021, et donc il y a un rush, forcément, pour le retour donc, vers le royaume. On a eu en 2019 2 500 000 passagers, avec 600 000 voitures. On s'attend à un record, on verra en septembre ce qu'il en est. En tout cas, il y a malgré tout un certain nombre de difficultés qui pèsent sur les budgets de nos MRE. Je vais citer les prix des billets d'avion, qui sont chers, en plus c'est une autre saison, plus l'impact évidemment de la flambée des hydrocarbures, du kérosène et d'autres charges. Il y a également le test PCR. Le test PCR, c'est 60 € en Europe. Alors une famille de 4, ça fait 240 €, c'est 2800 dirhams, c'est une charge. Test PCR également au départ, aussi, c'est 400 dirhams au Maroc. Donc vous voyez, ça dans le budget, ça compte. Il y a deux grandes initiatives intéressantes qui ont été prises, il faut le dire. Même s'il y a eu une interpellation du Parlement là, il y a quelques jours sur précisément ces charges et que subissent les migrants.
deux bonnes actions qu'il faut relever. C'est celle de la compagnie nationale RAM, on ne le dit pas assez, mais il y a eu la mobilisation de 6 millions de sièges autour d'une desserte de 80 destinations. C'est un gros effort qui est fait par la compagnie nationale. Autre effort aussi, c'est l'administration des douanes, qui est discrète, mais qui mérite d'être mise en relief. Il y a des mesures d'assouplissement qui ont été prises par l'administration des douanes pour ce qui est du régime des admissions temporaires, c'est-à-dire les véhicules qui viennent pour une période déterminée, c'est prolongé jusqu'à la fin de l'année, et pour d'autres mesures complémentaires. Cela dit, il faudra bien s'atteler à une politique de soutien de cette communauté nationale. Je vais donner 2 chiffres au moins pour montrer son importance. C'est une communauté qui, pour 2022, contribue à hauteur de, selon les prévisions actuelles, de 87 milliards de dirhams à la balance des paiements. C'est extrêmement important. Et c'est le quart des réserves de change de la Banque centrale. Et donc c'est aussi 40% des dépôts bancaires au Maroc. Et puis, il y a aussi la part de cette communauté dans le tourisme national, c'est environ 45%. En 2019, on a eu 13 millions de touristes, c'était à peu près 5,6 millions de touristes qui étaient composants, donc ça mérite une priorisation dans les politiques publiques. Autre titre à la une, le Maroc et l'Union européenne qui lancent un partenariat rénové en matière de migration. À l'occasion de la visite avant-hier vendredi à Rabat de la commissaire européenne chargée des affaires intérieures et du ministre espagnol de l'Intérieur, il en ressort la nécessité de renforcer la coopération policière, le soutien à la gestion des frontières et la lutte contre le trafic des personnes. En quoi consiste ce nouveau cadre de partenariat ? C'est un rendez-vous important qui a eu lieu vendredi, donc avec notre ministre de l'Intérieur, Monsieur Leftit. Donc, qui y avait ? Il y avait le ministre espagnol de l'Intérieur, vous l'avez dit, Monsieur Fernando Grande Malasca, mais il y avait aussi la commissaire européenne chargée des questions intérieures, Madame Ylva Johansson. C'est important. Nous passons d'un schéma réducteur de problèmes de migration entre Rabat et Madrid à une approche beaucoup plus globale. C'est d'ailleurs la position marocaine, qui est une position d'interpellation de l'Union européenne pour dire qu'est-ce que vous voulez ? Quelle politique migratoire vous avez pour mettre fin à cette situation ? Et le communiqué qui a été publié est intéressant à cet égard sur plusieurs points. Il insiste sur la nécessité d'un partenariat rénové, ce que demande le Maroc. Il met l'accent aussi sur la nécessité de faire face donc aux flux migratoires irréguliers et aux trafiquants, au trafic, etc. Et puis, il y a également l'accent mis sur la nécessité d'une amélioration d'une coopération policière et d'une coopération avec les agents spécialisés de l'Union européenne. Le Maroc, sur ce plan-là, c'est dans le communiqué, est considéré comme un partenaire stratégique. Pourquoi ? Parce qu'il a un modèle de politique migratoire qui est défini depuis 2013, vous savez, par Sa Majesté le Roi. Il est question aujourd'hui d'un nouveau pacte de l'Union européenne pour ce qui est de la migration et du droit d'asile. On va voir ce que ça va donner. Pour l'heure, l'Union européenne n'a pas une politique unique pour ce qui est des migrations. Il y a des positions plus que nuancées entre les 27. Et sur ce plan-là, une dernière observation, la position du Maroc est ferme sur cet aspect particulier, lequel le Maroc n'a pas pour mandat de gérer les flux migratoires pour le compte de l'Europe. Et donc c'est extrêmement important. Donc s'il y a un effort à faire, il doit être financier. Le contrôle des flux migratoires coûte 5 milliards de dirhams au Maroc par an. L'Union européenne ne contribue qu'à hauteur de 15 millions d'euros par an. On ne demande pas simplement un aspect financier. Le Maroc intègre ça dans une approche globale de partenariat partagé avec des responsabilités communes et une véritable politique européenne en direction de la migration. Autre actualité doublée d'un constat malheureusement de plus en plus préoccupant au Maroc, je parle du stress hydrique. Le Royaume fait partie des 20 pays les plus exposés à la rareté des ressources en eau. Le gouvernement décrète une situation d'urgence et lance une campagne de sensibilisation à grande échelle pour lutter notamment contre le gaspillage de l'eau. Professeur, comment on en est arrivé là aujourd'hui et quelles seraient les conséquences d'une telle situation ? On en est là parce qu'il y a eu un discours récurrent sur le stress hydrique depuis des années, sans qu'il soit accompagné d'une politique volontariste dans ce domaine.
Il y a eu une stratégie nationale qui avait été définie pour 2020-2027. Donc il faut faire rebondir cette stratégie, la développer. Nous sommes dans des situations extrêmement importantes. C'est l'un des grands problèmes posés à l'économie nationale. Changement climatique, stress hydrique, environnement, etc. Donc, oui. Alors donc sur ce plan-là, il y a des interrogations et ça interpelle le gouvernement. Il faut aller au-delà de petites mesures. D'ailleurs, le gouvernement est engagé dans ce sens. Au-delà des mesures urgentes, il faut sécuriser l'approvisionnement. Il y a déjà des risques certains de coupures dans certaines villes, Marrakech, des villes du Nord, etc. Vous le savez, Bni Mellel aussi, etc. Il faut revoir le programme national de stratégie de l'eau 2020-2027, j'en ai parlé. Et puis maintenant, enfin, une grande priorité est donnée à des sources d'approvisionnement, notamment à des stations de dessalement. À Casablanca, ça a été inauguré, c'est pour 2026. À Agadir également, c'est pour 2026. Et il y a 8 autres stations de dessalement de l'eau à l'horizon 2028 à peu près. Il y a aussi un gros problème, pour ce qui est de l'irrigation. L'irrigation consomme 80% de la consommation. Donc il y a des techniques culturelles à mettre au point. Et puis les citoyens, il faut du civisme, il faut une éducation, il faut expliquer le gaspillage d'eau. En tout cas, la situation est préoccupante. Nous avons aujourd'hui un seuil inquiétant. Un habitant ne consomme que 570 mètres cubes par an. C'était 4 fois plus en 1960. C'était le double en 1980. J'ajoute un mot, c'est que le nouveau modèle de développement fait des recommandations dans ce sens, qu'on serait bien avisé de traduire de manière opératoire. D'abord, la création d'une agence de l'eau. Oui, c'est dans le rapport du nouveau modèle de développement d'une agence de l'eau. C'est la séparation au niveau de l'office de l'ONE, de l'eau et de l'électricité pour une mobilisation dans ce secteur. Et puis, la révision d'un certain nombre de cultures. Il y a des cultures qui consomment beaucoup d'eau. L'avocat, vous savez combien il faut 1000 litres d'eau pour avoir un avocat ou avoir une pastèque. Nous en sommes là, le palmier, etc. Donc, c'est une ardente obligation pour ce gouvernement. La contrainte est là et le risque, c'est qu'on aille de plus en plus vers un stress hydrique accentué, posant des problèmes dans la vie quotidienne de tout le monde. Mostafa Sahimi, politologue et professeur, merci pour cet éclairage et Eid Moubarak Saïd. Également. Covid-19, les chiffres du jour à présent. 1120 nouvelles infections et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre de primo-vaccinés atteint 24 862 264. Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à plus de 23 349 000, alors que 6 581 411 personnes ont eu 3 injections du vaccin. Enfin, le nombre des personnes qui ont reçu la 4e dose se situe à 4 866. Dans l'actualité sportive, la Fédération royale marocaine de football a démenti les informations relayées par certains médias selon lesquelles Walid El-Gragui aurait signé un contrat d'entraîneur de la sélection nationale A. La Fédération rappelle dans un communiqué publié sur son site web que Vahid Halilovic est l'actuel entraîneur des Lions de l'Atlas. Une belle prestation de champion Nabil Chabi qui a remporté la médaille d'argent au championnat du monde de karaté à Birmingham aux États-Unis. C'est la première médaille offerte au Maroc lors de ces Jeux mondiaux de karaté. Nabil Chabi a remporté l'argent dans la catégorie moins 84 kg après sa défaite contre l'Égyptien Youssef Badawi. Âgé de 21 ans, Nabil Chabi se place à la 5e position au classement mondial. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour ce soir à 21h en compagnie de Nabila Azarkan. À bientôt.